pour ceux qui sont arrivés depuis. Je réponds d'abord aux questions qui nous ont été posées par mail en amont de la réunion et puis après, je vous laisserai la parole sur les questions que vous pouvez avoir. Alors, on a une question de Sylvie Parage que je vois connectée, qui posait deux questions. Premièrement, quels sont les écueils à éviter lors des réorganisations? Et deuxièmement, la situation économique d'une entreprise rationalise-t-elle à elle seule une réorganisation? Alors, la première question, elle est compliquée. Quels sont les écueils à éviter lors des réorganisations? J'ai envie de dire, c'est le cœur du sujet de nos échanges d'aujourd'hui. Et je pense que ces écueils, ils sont nombreux et ils dépendent déjà de la forme de la restructuration. Si on est dans le cas d'un PSE, ou d'une rupture conventionnelle collective, ou d'un accord de performance collective, ou d'un accord de GPEC, mais via lequel on peut avoir des mécanismes qui aboutissent à des suppressions de postes, les écueils ils seront différents et ils dépendront, premier élément de réponse, un peu du cadre dans lequel se fait la réorganisation. Donc, c'est difficile de donner une réponse voilà, générale. Je pense que quand on sent qu'il y a une réorganisation qui se profile dans une entreprise, le premier point, c'est ça, c'est de savoir dans quel cadre la direction d'entreprise entend mener sa réorganisation pour s'y préparer au mieux et éviter justement les écueils qui pourraient avoir des conséquences sur les salariés. Le deuxième écueil peut-être à éviter, c'est de se dire, on sent encore une fois qu'il y a un projet de réorganisation, la direction annonce ses intentions, mais ça ne veut pas dire que cette réorganisation est forcément justifiée, est forcément nécessaire, doit forcément se passer tel que la direction l'entend. Donc ça, c'est peut-être aussi la deuxième grande catégorie d'écueil à éviter, c'est de se dire, c'est quoi la réalité de la situation économique et financière de l'entreprise? Il faut s'assurer, avant de traiter des questions de réorganisation, que les représentants du personnel ont accès à des informations qui leur permettent voilà, de comprendre quelle est la réalité de la situation économique et financière. Et en fonction de la réalité de la situation économique et financière, se poser la question du niveau de restructuration qui doit être mis en œuvre et se poser la question de savoir si cette restructuration justement répond aux problématiques de l'entreprise et ne pas forcément accepter un projet clé en main, j'ai envie de dire, de la part d'une direction. Après, voilà, je pense qu'il les écueils seront vraiment spécifiques aux différents outils utilisés par les entreprises pour se restructurer, mais je pense que j'y reviendrai, je donnerai d'autres exemples au cours de ce petit temps d'échange. La deuxième question que posait Sylvie, c'était de savoir si la situation économique d'une entreprise était finalement la source de la réorganisation. Je vais faire un élément de réponse plus spécifique concernant les licenciements pour motif économique et les PSE. Si la question ne portait pas forcément là-dessus, vous n'hésitez pas après à compléter, je reviendrai là-dessus. Mais dans le cas, ça c'est un point extrêmement important, dans le cas d'un projet de PSE, ce qu'on appelle PSE, c'est finalement la procédure et les obligations d'une entreprise lorsqu'elle procède à 10 ou plus licenciements pour motif économique. À partir du moment où une entreprise décide de supprimer plus de 10 postes pour un motif économique, elle a une procédure à respecter, une information consultation du CSE à mettre en œuvre, des négociations sur la mesure d'accompagnement et puis la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le fameux PSE. La première question, c'est qu'est-ce qui est acceptable dans la loi comme motif économique pour procéder à des suppressions de postes? La loi définit 4 types de motifs économiques, soit l'existence de difficultés économiques, soit des mutations technologiques, soit une menace sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, soit la cessation d'activité de l'entreprise. Ça, c'est les 4 motifs économiques définis par la loi. Sauf que ce que nous dit la loi, c'est que ce motif économique, pour les entreprises qui appartiennent à un groupe, le motif économique ne s'apprécie pas uniquement au niveau de l'entreprise. Le motif économique doit s'apprécier au niveau de la branche d'activité du groupe en France.
C'est-à-dire qu'un groupe qui a différentes activités et qui est implanté sur différents pays, on va regarder l'activité concernée et si on a 4 ou 5 entreprises sœurs au sein du groupe sur une même activité, l'entreprise X pourra avoir un motif économique, pourra procéder à des licenciements pour motif économique s'il y a bien un motif économique quand on regarde et quand on analyse la situation de l'ensemble des entreprises en France sur cette activité-là et pas uniquement de l'entreprise concernée par les suppressions de postes. Ça, c'est vraiment un point important. Donc, pour répondre à la question de Sylvie, non, ce n'est pas uniquement au sein de l'entreprise que doit se poser la question du motif économique justifiant des suppressions de postes et une réorganisation avec des suppressions de postes. Voilà pour les questions que j'avais reçues par mail. Maintenant, je vous propose d'utiliser le petit bouton pour lever la main sur la droite de votre écran si vous avez une question à poser. Puis comme ça, on vous distribue la parole pour que vous puissiez allumer votre micro et poser la question et j'essaye d'y répondre. Souleymane, c'est Mathieu, j'en profite juste pour dire le temps que des gens lèvent la main. Il y a sur le site de syndex.fr un certain nombre, je l'ai mis dans le chat, un certain nombre de vidéos et notamment en fait les replays des webinaires que tu as déjà animés sur le sujet pour globalement faire le point sur les restructurations et les PSE, notamment sur les entreprises en difficulté. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Et puis, on a aussi plein d'autres choses, plein d'autres ressources. J'en profite pour faire un peu notre promo. On a aussi plein d'autres choses sur les restructurations et notamment des fiches pratiques, un certain nombre de choses. Alors, ça m'a permis de voir en attendant une question qui a été posée dans le chat. Oui, effectivement, si vous préférez poser les questions à l'écrit, n'hésitez pas à utiliser le chat ou sinon vous levez la main et puis comme ça, vous pouvez réactiver votre micro, caméra pour poser la question. Donc, on a une question de Christelle qui nous demande, dans le cadre d'une restructuration, l'entreprise envisage de mettre en place un PIC dès la réunion 1 alors que les mesures ne sont pas négociées. Quel est l'avis de Syndex sur ce point? Alors, pour bien préciser la question pour tout le monde, hein, pour comprendre de quoi on parle, là, on se trouve dans le cas d'une entreprise qui va mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE, puisque je pense qu'il y a un projet de réorganisation qui prévoit au moins 10 suppressions de postes pour motif économique. Très souvent, effectivement, donc, dans le cadre de la mise en place d'un PSE, le PSE, c'est quoi? C'est l'obligation pour l'entreprise déjà de limiter éventuellement les licenciements, de limiter les suppressions de postes et puis, via du reclassement interne au sein des entreprises du groupe. Et lorsque le reclassement interne n'est pas possible ou n'aboutit pas, dans ce cas-là, on bascule sur ce qu'on appelle du reclassement externe, donc le salarié qui est bien licencié pour motif économique et qui va devoir retrouver du travail dans une autre entreprise. Très souvent, effectivement, on a la mise en place de ce qu'on appelle un PIC, un point information conseil. Alors, il y a plein de termes hein, qui sont utilisés dans les entreprises. Ça peut être PIC, on peut trouver espace info conseil, EIC. Enfin, voilà, mais c'est toujours le même principe. C'est finalement de mettre en place une cellule qui est souvent animée par un cabinet de reclassement, donc des cabinets de consultants externes spécialisés sur la question de l'emploi. Vous avez dans les grands noms qu'on retrouve souvent BPI, des cabinets de ce type-là. Et donc, le PIC, le point information conseil, son objectif, ça va être de recevoir les salariés impactés par le projet de réorganisation et d'étudier leur situation et de voir quel est leur projet, quelles sont les possibilités en fonction de la situation de ces salariés de reclassement interne au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des postes disponibles dans le groupe qui correspondent aux compétences de ces salariés, qui correspondent aux projets de ces salariés? Est-ce qu'il y a des besoins de formation? Si oui, lesquels, pour basculer sur un autre poste qui serait conservé dans la future organisation? Est-ce que le salarié a un projet à l'externe? Est-ce qu'il a un projet de reconversion professionnelle? Lequel? Est-ce que quels sont les types de métiers auxquels il pourra postuler, etc. En tout cas, voilà, d'étudier la situation du salarié
en amont de la mise en œuvre du projet pour finalement un peu préparer la mise en œuvre du projet. Effectivement, très souvent, les directions d'entreprise souhaitent mettre en place le point information conseil, donc cette cellule qui va recevoir les salariés, les écouter, répondre à leurs questions, dès le début de la procédure d'information consultation menée par le CSE et dès le début des négociations du contenu du PSE, des mesures d'accompagnement, pour aller le plus vite possible. La difficulté, et c'est un peu ce que pointe Christelle dans sa question, c'est que c'est compliqué pour un salarié d'aller discuter avec le point information conseil, qu'on commence finalement à l'orienter sur du reclassement interne ou externe, etc., alors même que le salarié en question ne connaît pas les mesures d'accompagnement qui sont en cours de négociation. Dans le cadre de la mise en place d'un PSE, les mesures d'accompagnement, donc les aides à la formation, le montant des indemnités, les éventuelles incitations au départ volontaire, etc., tout ça, c'est souvent des éléments qui vont se négocier sur une durée de 2 à 4 mois. Donc, si on met en place dès la première réunion le PIC, le salarié, il va aller voir le PIC, le point d'information conseil va lui dire, bon, ben voilà, pour l'instant, les mesures, c'est ça, ça et ça, mais ces mesures sont amenées peut-être à évoluer fortement. Et en même temps, effectivement, c'est que lorsque le PIC, le point d'information conseil, est mis en place, ça permet aux salariés d'avoir des réponses à des questions importantes qu'ils se posent, de commencer à anticiper des projets. Par exemple, un salarié qui veut se reconvertir, qui veut faire un projet de reconversion professionnelle, plus il a des réponses à ces questions tôt, plus il a du temps pour monter son projet, le mûrir, regarder les offres de formation qui existent, etc. Et comme là, on parle encore une fois des restructurations, donc on est sur des moments compliqués, avec des choix compliqués à faire pour les gens. Donc, plus on se donne de temps, je trouve, plus on essaye de faciliter un peu les choses. Une fois que j'ai dit ça, j'ai un peu l'impression de faire une réponse de Normand, mais en même temps, c'est le cas. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur ce sujet-là. Il faut trouver le compromis entre se dire le PIC, le point d'information conseil, c'est bien qu'il intervienne pas trop tard dans la procédure pour que les salariés aient des réponses à leurs questions, parce que c'est compliqué de laisser les salariés dans l'incertitude et de négocier en chambre et puis d'arriver tout à la fin au moment où les choses sont jouées et pendant ce temps-là, les salariés n'ont pas pu forcément avancer sur leur projet. Et en même temps, ne pas le faire trop tôt pour que lorsque le salarié va avoir le pic, il puisse prendre ses décisions en fonction d'éléments concrets et de l'avancée réelle des négociations, notamment sur les mesures d'accompagnement. Voilà un peu la réponse que je ferai. J'espère avoir été clair. Il y a une question de Michel dans le chat sur la RCC. Alors, et après, je vois qu'on a Delphine qui lève la main, on sera à la question suivante. Alors, la question de Michel qui nous demande quel est le délai de négociation d'une RCC et comment faire pour obtenir de l'aide des experts. Très bonne question. La rupture conventionnelle collective, je représente le dispositif en 2 mots. L'idée, c'est de négocier un accord d'entreprise signé par les organisations syndicales majoritaires. Donc, il faut que ce soit signé par des organisations syndicales qui pèsent 50%, une ou plusieurs. Et la rupture conventionnelle collective va permettre de supprimer des postes via cet accord qui serait signé, qui va prévoir le périmètre des suppressions de postes envisageables. Donc, on va se dire, peut-être c'est toute l'entreprise qui pourra postuler à une RCC ou c'est uniquement les salariés de tel ou tel service, etc. Et puis, l'accord de RCC va bien évidemment donner le cadre et les mesures auxquelles auront le droit les salariés qui seront volontaires pour partir dans le cadre de cette rupture conventionnelle collective. Donc, on va définir les indemnités, on va définir des éventuelles aides à la formation, des éventuelles aides à des créations d'entreprises, des accompagnements au classement externe. En fait, on peut tout y mettre. La particularité de la RCC, et c'est certainement un gros désavantage, c'est qu'on a un cadre légal extrêmement souple. En fait, la loi nous dit vous négociez et puis c'est le contenu de l'accord qui s'appliquera. Si j'exagère, si je caricature un petit peu, mais pas tant que ça. Or, dans le cadre, je compare souvent la RCC au PSE. Dans le cadre d'un PSE, l'entreprise a des obligations légales, un certain nombre de mesures à mettre en œuvre, etc. Il y a de la négociation, mais au moins on a un socle minimal garanti.
Dans la RCC, finalement, on fait bien ce qu'on veut. On fait bien ce qu'on veut tant que les deux parties sont d'accord pour le faire, hein. La direction d'entreprise et puis les organisations syndicales. Donc, pour répondre à la question, quel est le délai de négociation? La loi ne nous dit rien sur le sujet. La négociation, elle dure tant que les deux parties ont envie de négocier. Ça peut durer 2 semaines, je pense que c'est beaucoup trop court, surtout quand on est sur des sujets comme ça, on parle quand même de suppression d'emploi, hein. Ça peut durer 5 ans. Si pendant 5 ans, tout le monde avait envie de venir continuer à s'asseoir autour de la table, et tant que les deux parties veulent bien s'asseoir autour de la table, il y a négociation. Quand il y en a une des deux qui dit « non, moi j'arrête les négociations s'arrêtent ». Mais voilà, il n'y a rien de défini là-dessus. Comment faire pour obtenir l'aide des experts dans le cadre d'une négociation RCC? Pareil, pas de cadre légal. Dans le cadre d'un PSE, la loi nous dit le CSE a le droit de désigner un expert, il est pris en charge à 100% par l'entreprise. Dans le cadre du RCC, la loi ne nous dit rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander, via un accord de méthode ou via la formulation dans le cadre des négos, la désignation d'un expert et sa prise en charge par la direction. Ça peut même être l'une des conditions d'entrée dans la négociation. C'est-à-dire, OK, on veut bien venir négocier une RCC, mais premier point, la condition, c'est qu'on puisse désigner un expert et que les frais d'expertise soient pris en charge par la direction. Donc voilà, aucune obligation légale, un cadre légal extrêmement souple pour la RCC, mais la possibilité d'avoir une expertise contractuelle et puis la possibilité de négocier, par exemple, la prise en charge de l'expertise, qui peut être un des éléments mis dans la balance pour la signature d'une RCC. On va prendre la question de Delphine. Vous pouvez réactiver votre micro si vous voulez. Et puis après, on prendra la question de José dans le chat. Bonjour Delphine. Ah, on ne vous entend pas. Activé. C'est bon. Merci. Alors, avant de poser ma question, je vais expliquer le contexte parce qu'en fait, j'ai plusieurs questions. Notre entreprise se restructure. On a été, nous, au niveau du CSE, informés il y a de cela 2 semaines. Et nous avons été conviés, du coup, à une réunion pour évoquer effectivement le plan de licenciement économique mis en place par l'entreprise. Pour la faire courte, on a reçu les éléments le jeudi pour avoir la réunion le mardi suivant, sachant qu'en plus, quasiment l'ensemble de l'entreprise est au chômage partiel, hein, en travaillant que 2 jours. Donc, on a eu très peu de temps pour prendre connaissance des éléments. Et on a bien senti que la direction voulait qu'on donne une réponse tout de suite, malgré le délai légal d'1 mois qu'on a sur la négociation. Donc, on a une très, très forte pression de la direction en étant que 4 titulaires aujourd'hui. Donc, ils nous ont proposé effectivement lors de cette négociation un PSE. La question, c'est est-ce que vous avez, du coup, comment comparer aujourd'hui un PSE avec un départ, entre guillemets, un peu plus standard? Parce qu'aujourd'hui, voilà, on se retrouve à conseiller les collaborateurs et c'est vrai que ce n'est pas évident de pouvoir conseiller ses collaborateurs, sachant que l'entreprise n'a pas souhaité apporter une notion de conseil. Donc, le PIC a été complètement mis de côté. Quand j'ai posé la question, il m'a été répondu qu'il pouvait se renseigner auprès du coup directement de la NPE, voilà, et d'autres organismes. Tout type d'aide, d'autres accompagnements au départ a été refusé, donc cabinet conseil, etc., par l'entreprise. Donc, en gros, les personnes, c'est, voilà, vous partez, il y a le PSE, c'est super, nos avocats nous ont dit que c'était génial, vous n'avez aucune perte, en gros, débrouillez-vous et renseignez-vous. Donc, il a été annoncé hier matin, là, du coup, qu'il y avait ce plan-là à l'ensemble des salariés, sans préciser qui était. Donc, mon autre question, c'est est-ce que les salariés ont le droit, tant qu'ils n'ont pas eu leur entretien, de dire c'est moi qui pars, puisque l'entreprise n'a pas du tout informé qui partait. Et mon autre question, c'est dans le cadre d'un PSE, on a des personnes qui sont intéressées pour créer une entreprise. Est-ce que le PSE peut s'appliquer également dans ce cadre-là? Voilà, tout a été, en fait, pour résumer, tout a été très, très vite. On a été très, très pris de court. Il y a une très grosse pression qui a été faite sur les membres du CSE.
hormis moi. Et du coup, on ne devait pas voter le jour même, et le CSE a malheureusement rendu son avis à la majorité le jour J, sans avoir aucune période d'étude du projet. Il y a, il y a des organisations syndicales dans l'entreprise ou pas? Ah, le micro est redésactivé, Delphine, pardon, je n'ai pas entendu la réponse. Non, c'est toujours pas activé. Est-ce que moi je peux l'activer à distance? C'est bon. Non, Voilà. non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, je vais essayer de répondre aux différentes questions et puis peut-être un C'était peu difficile de d'élargir. faire court, le contexte est Non, compliqué. non, mais pas de problème. Premier point, ça me permet de revenir un peu sur la procédure de PSE. J'ai posé la question de savoir s'il y avait des organisations syndicales. C'est une question extrêmement importante. C'est que dans la mise en œuvre, dans la procédure de licenciement pour motif économique, il y a deux possibilités. Dans tous les cas, il y a une information consultation du CSE sur le projet de réorganisation et sur les mesures d'accompagnement qui seront mises en œuvre. Et en parallèle, l'entreprise, lorsqu'il y a des organisations syndicales qui existent, s'il n'y en a pas, elle ne peut pas, elle peut ouvrir des négociations sur le contenu des mesures d'accompagnement. S'il y a des organisations syndicales, elle peut ouvrir, mais elle peut aussi faire un document unilatéral et ne pas passer par des négos. Mais dans la plupart du temps, quand il y a des OS qui existent dans l'entreprise, on a sur le PSE, sur les mesures d'accompagnement, une négociation qui est ouverte, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, la première question à laquelle je vais répondre, c'est la question du délai. Qu'il y ait négo ou pas, ce qui va déterminer le délai, c'est la procédure d'information-consultation. Donc, c'est-à-dire que le projet n'est pas mis en œuvre tant que le CSE n'a pas rendu son avis, mais à partir du moment où le CSE rend son avis, la direction, dans ce cas-là, elle dépose son dossier auprès de la directe, l'administration du travail, et donc la directe va rendre un avis. Je ne reviens pas en détail sur comment ça se passe, mais va rendre un avis sur le projet qui a été déposé par la direction. Et puis, une fois que l'avis est rendu dans un délai de 15 jours à 3 semaines, le projet est mis en œuvre et là, on a l'application des départs et des licenciements qui sont prononcés. Le délai de l'information consultation, il dépend du nombre de licenciements. Quand on est entre 10 et 100 licenciements qui sont envisagés, suppression de poste, la procédure d'information-consultation, elle dure 2 mois. Si on est sur plus de 200 licenciements, on est sur une période qui va durer 3 mois ou 4 mois pour les très gros projets. Quand je dis la procédure dure 2 mois, c'est sous réserve que le CSE n'ait pas envie de rendre son avis avant. On ne peut pas forcer le CSE, enfin on ne peut pas forcer, si on peut, on peut lui mettre la pression. Mais légalement, tant que le CSE n'a pas envie de rendre son avis, il a jusqu'à 2 mois pour rendre son avis entre la remise des informations et le rendu de son avis. Par contre, s'il dépasse le délai de 2 mois, la direction peut considérer que le CSE a rendu son avis et que c'est un avis négatif. Donc, je disais un peu en rigolant, même si je sais que ce n'est pas drôle, qu'on ne peut pas forcer un CSE à rendre son avis, mais je suis bien conscient que dans bien des cas, une direction, notamment dans les petites entreprises où les élus sont peu nombreux, mettent la pression pour rendre l'avis le plus vite possible. Une fois que l'avis est rendu, par contre, effectivement, le projet il peut être mis en œuvre. 2 mois, ce n'est pas de trop pour analyser et discuter d'un projet de réorganisation, comprendre le motif économique, la logique économique de la réorganisation, et puis traiter de sa mise en œuvre et traiter des mesures d'accompagnement qui seront proposées. Donc, ce 2 mois-là, je pense qu'il faut arriver à le garder et essayer de résister à une direction qui veut essayer de raccourcir le délai. Après, la question, il y avait une autre question qui était, si j'ai bien compris, est-ce que les salariés peuvent… En fait, là, si j'ai bien compris, Delphine, personne ne sait trop qui sont les salariés concernés par le projet ou pas, et qui doit l'annoncer, etc. C'est ça, oui, tout à fait. Et ça n'a pas été, du coup, la direction n'a pas annoncé qui étaient les 7 personnes. Donc, la question que j'avais, c'est est-ce que les 7 personnes peuvent le dire sans risquer quoi que ce soit, sachant qu'il n'y a eu aucun entretien de passé pour le moment. Alors, deux éléments de réponse. De toute façon, parce que tout le monde se pose des questions. C'est qui? Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est de la responsabilité de la direction d'annoncer quels sont les salariés dont le poste est supprimé.
On est d'accord, mais ils sont assez lâches. Hein. C'est à elle d'assumer les conséquences de son projet de réorganisation. Et effectivement, ce n'est pas au représentant du personnel d'aller informer les salariés dont le poste est supprimé. Ça, c'est le premier élément de réponse. Après, deuxième élément de réponse, et ça permet d'apporter un peu d'informations supplémentaires sur comment on procède, une direction doit procéder dans ce cadre-là, c'est que là, on parle aujourd'hui de licenciement pour motif économique. La particularité du licenciement pour motif économique, c'est que ce n'est pas un licenciement pour un motif inhérent au salarié. On ne parle pas d'un licenciement pour faute, on ne parle pas d'un licenciement pour inaptitude, etc. En tout cas, la cause du licenciement n'est pas attachée au salarié. Ce qui veut dire, et ça c'est fondamental, que ce n'est pas la direction qui doit choisir, comme bon lui semble, les X salariés qui seront licenciés. Oui, ils l'ont fait quand même. Hein. Ils ont ultra ciblé, en fait. Hein, ils ont très, très segmenté, du coup, c'est ce qui a permis, du coup, de cibler les personnes. Et du coup, on a les salariés qui nous demandent, nous, au niveau du CSE, comment le détail de cette segmentation. Est-ce qu'on a le droit de le communiquer? Alors, oui, justement, je vais préciser la réponse, c'est que donc, premier point, j'ai dit le licenciement n'est pas attaché au salarié. La cause du licenciement, c'est un licenciement pour motif économique. Donc, la direction, dans la loi, ne doit pas faire ce qu'elle veut. Je sais bien qu'en pratique, ça ne se passe pas souvent comme ça. Quand je dis qu'elle ne doit pas faire ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je prends un exemple d'une entreprise qui décide de supprimer 12 postes. Et dans ces 12 postes, on a 3 postes qui sont supprimés au sein du service comptabilité. Ce n'est pas la direction qui va choisir les 3 salariés qui seront licenciés. C'est l'application de critères d'ordre de licenciement au sein de catégories professionnelles qui vont nous permettre de savoir quels sont les salariés concernés. Donc là, je parle de 2 notions extrêmement importantes. La logique de la loi et des catégories professionnelles et des critères d'ordre, c'est de protéger les salariés les plus fragiles et de faire en sorte que les salariés dont le poste est supprimé, ce soient les salariés qui auront peut-être le moins de difficultés à se reclasser. La logique, c'est de garder au sein de l'entreprise ceux qui ont le plus de difficultés à retrouver un emploi sur le marché du travail. Donc, on essaye de garder les salariés les plus âgés, avec le plus d'ancienneté, avec des charges de famille, etc. Et donc, on va donner un certain nombre de points en fonction de la situation des salariés. Vous avez 15 ans d'ancienneté, vous avez 5 points. Vous avez plus de 50 ans, vous avez 10 points. Vous êtes une mère célibataire avec 3 enfants à charge, vous avez 20 points. Une fois qu'on a ces critères d'ordre qui sont établis par la direction, mais communiqués au CSE, sur lequel le CSE peut bien évidemment nous donner son avis ou qui sont négociés lorsqu'il y a des négos, une fois qu'on applique ces critères d'ordre, on va les appliquer au sein d'une catégorie professionnelle. Qu'est-ce que c'est? La catégorie professionnelle, c'est un découpage réalisé au moment de la mise en œuvre d'un projet de licenciement pour motif économique qui vise à rassembler les métiers relativement proches les uns des autres. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit, on supprime 3 postes au sein du service comptabilité. On va appliquer les critères d'ordre au sein d'une catégorie professionnelle, qu'on va peut-être appeler la catégorie professionnelle comptable, mais derrière la catégorie professionnelle comptable, on va regrouper les postes peut-être de comptable et les postes d'aide comptable et les postes de comptabilité fournisseur et les postes de comptabilité client. On est sur des postes différents, mais on sait bien que ces postes sont relativement proches et que finalement, un salarié est capable de remplacer un autre salarié sur un autre poste, même si ce n'est pas exactement le même poste, modulo une petite formation de quelques semaines d'adaptation. Si lorsque Jean-Pierre est absent, Christine peut prendre son poste pendant quelques mois avec une petite formation, on considère que c'est la même catégorie professionnelle. Très souvent, les directions ont la fâcheuse tendance de faire un découpage qui leur va bien pour un peu choisir les salariés. Parce qu'en fait, si je fais une catégorie professionnelle avec un seul poste et que j'en supprime un dans la catégorie professionnelle, il n'y a pas besoin d'appliquer des critères d'ordre et la direction aura choisi qui elle veut licencier. Alors, si je fais une catégorie professionnelle avec 3 postes et que je supprime un poste au sein de sa catégorie, ce n'est pas la direction qui choisit, c'est bien les critères d'ordre qui vont nous permettre de savoir quel est le salarié qui est concerné. Quelles sont les voies de recours par rapport à tout ça? La directe, elle va regarder que les catégories professionnelles sont conformes à ce qu'elles devraient être.
Et donc, Elle va regarder. Ouais. Elle on regarde a si on la sollicite ou elle est automatiquement consultée. ça dépend s'il y a un accord ou s'il n'y a pas d'accord. Dans le cas où il n'y a pas d'accord signé par les organisations syndicales, elle va regarder. Mais même si elle va regarder, enfin, même si c'est dans son périmètre, j'ai envie de dire, elle va regarder. Enfin, c'est dans son périmètre de prise de décision. Dans votre cas, il n'y a pas d'accord, donc la directe, elle va analyser le projet de réorganisation qui a été soumis par votre entreprise et elle va regarder notamment la catégorie de professionnels et elle va regarder les mesures d'accompagnement en se demandant si ces mesures sont proportionnelles un peu aux moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe. Mais les catégories professionnelles, c'est quelque chose qu'elle doit analyser. Mais après, elle doit, et encore une fois, surtout dans la période actuelle, on constate que les directs sont aussi beaucoup surchargés, il y a beaucoup de réorganisations et qui font ce qu'ils peuvent, je pense, mais plus on l'alerte et plus elle sera vigilante sur le sujet. Donc, sur tous ces sujets-là où on se dit, est-ce que la direction, finalement, respecte ce qu'elle devrait faire, respecte la loi, respecte le cadre réglementaire, respecte les procédures, respecte les délais, etc. Quand on a une difficulté sur les PSE, c'est la directe qui est compétente pour agir. On peut le faire en cours de procédure, en cours d'information-consultation, où là, même si le CSE a rendu son avis et que vous sentez que sur les catégories professionnelles, il y a quelque chose qui n'est pas clair, etc., on alerte la directe, on lui demande d'être vigilante sur le sujet. D'accord. Il y a la question de José en chat sur les primes de reclassement rapide. Alors, pourriez-vous donner des informations sur les primes de reclassement rapide? Et est-ce que le CSE peut prendre contact avec le cabinet de reclassement? Alors, je réponds à la question. Les primes de reclassement rapide, qu'est-ce que c'est? C'est que très souvent, dans les PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi, on a un dispositif pour les entreprises qui appartiennent à un groupe de plus de 1000 salariés qui s'appelle le congé de reclassement. Le congé de reclassement, c'est que le jour où vous êtes licencié, vous avez votre notification de licenciement, vous basculez dans un dispositif qui s'appelle le congé de reclassement. Vous êtes accompagné par un cabinet de reclassement, donc les fameux BPI, les consultants spécialisés sur l'emploi dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont vous accompagner sur votre projet pour vous aider à retrouver du boulot. Et vous recevez une allocation de reclassement. Donc, vous êtes indemnisé pendant une certaine durée qui est négociée, entre 4 mois et puis ça peut aller sur des durées de 18-24 mois. Vous continuez à être payé à un certain niveau par l'entreprise. Et ça, le niveau, il est aussi négocié. On peut avoir 80% de son salaire qui est maintenu, 90%, un peu moins, etc. Donc, pendant cette période-là, vous n'êtes pas encore inscrit à Pôle emploi, hein, vous êtes en congé de reclassement. Ce n'est pas des indemnités de chômage, c'est l'entreprise qui continue à vous verser des indemnités d'un certain montant pendant une certaine durée. Et très souvent, dans le cadre d'un PSE, on peut avoir un dispositif qui dit, pour inciter, entre guillemets, les salariés à retrouver du travail le plus vite possible, d'avoir une prime de reclassement rapide. Et imaginons le cas, vous avez le droit à 12 mois d'accompagnement dans le congé de reclassement. Si vous retrouvez du boulot au bout de 6 mois, vous sortez avant du congé de reclassement. Et comme vous vous êtes reclassé de manière rapide, on a une prime qui est versée. La prime, ça peut être un montant fixe. Vous avez quitté le congé de reclassement avant la durée de 8 mois ou 10 mois ou que sais-je, ça se négocie. Vous touchez un montant de 10 000 euros, 5 000 euros. Ou alors, ce qu'on peut se dire, ce qu'on voit aussi souvent dans les PSE, c'est qu'on verse en prime l'équivalent de ce que le salarié aurait perçu en congé s'il était resté jusqu'au bout du congé de reclassement. Vous avez le droit à 12 mois de congé de reclassement. Vous retrouvez du travail au bout de 6 mois. Il vous restait théoriquement 6 mois de congé de reclassement. Les 6 mois d'indemnité que vous auriez reçus tous les mois, on calcule combien ça fait et on vous le verse en prime, soit 100%, soit 80%, soit 50% du solde du congé de reclassement. Souvent, on parle là de capitalisation du congé de reclassement. Donc, voilà ce que c'est qu'une prime de reclassement rapide, très souvent. Deuxième question, est-ce que le CSE peut prendre contact avec le cabinet de reclassement? Attends, Souleymane, excuse-moi, juste une petite demande supplémentaire de Delphine, du coup, qui demande qui négocie ce montant de reclassement. Les organisations syndicales, dans le cas où il y a une négociation. Quand je parle du PSE, je l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, mais j'y reviens. Dans le cadre d'une procédure pour licenciement pour motif économique, on a la mise en place d'un PSE et on a deux possibilités qui concernent les IRP au départ, sur la procédure de dialogue social. C'est soit la direction prend une voie négociée, et donc elle ouvre des négociations avec les organisations syndicales sur
le contenu des mesures d'accompagnement, et donc sur le congé de reclassement, et donc on va négocier la durée du congé de reclassement, le montant de l'indemnité, etc. Soit la direction dit « je ne fais pas de négo » ou alors il n'y a pas d'organisation syndicale qui existe, et dans ce cas-là, elle fait un document unilatéral, et c'est la direction qui arrive devant le CSE pour dire « voilà, moi je vais mettre en place un congé de reclassement de 6 mois indemnisé à 65%. » Alors le CSE, lui, peut dire bah non, nous on estime que ça devrait être plus long et ça devrait être mieux indemnisé, mais c'est la direction qui fera bien ce qu'elle voudra, avec le contrôle de la directe qui vient à la fin de la procédure. Et donc, dans ce cadre-là, d'ailleurs, voie négociée ou voie pas négociée, je réponds à la question, je reviens sur la question précédente, est-ce que le CSE doit rencontrer le cabinet de reclassement? Moi, je dis oui, oui et oui. Pour moi, le CSE doit le rencontrer. Et surtout, il faut essayer de faire en sorte que, limite, le CSE participe au choix du cabinet de reclassement. Le cabinet de reclassement, je le redis, c'est le cabinet qui sera choisi pour accompagner les salariés durant la durée définie par le congé de reclassement, pour les accompagner à retrouver un travail qui va les aider, qui va leur apporter des offres d'emploi, qui peut les aider dans leur démarche administrative, etc., de recherche d'emploi, et qui va être présent pendant plusieurs mois. Donc, c'est intéressant que le CSE les rencontre en amont pour savoir comment ils travaillent, combien de consultants ils vont mettre à disposition dans le congé de reclassement. Si chaque consultant doit gérer 10 salariés ou 50 salariés, ce n'est pas pareil. Le boulot, il ne sera pas le même selon le nombre de salariés accompagnés dont chaque consultant disposera. Ça, c'est des questions que le CSE peut lui poser en amont. Comment il est payé? Est-ce que le cabinet de reclassement est payé par l'entreprise? Alors, le cabinet de reclassement, il est payé par l'entreprise. Est-ce qu'il a un montant fixe quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'on met en place un paiement du cabinet de reclassement avec une part variable et des objectifs à atteindre, et se dire plus les salariés sont reclassés et plus le cabinet de reclassement verra sa part variable augmenter? Ce genre de questions, on peut les poser parce que c'est intéressant de savoir, de se dire, de toute façon, quel que soit le boulot qu'il fasse, le cabinet de reclassement sera payé pareil, peut-être que son travail ne sera pas de la même qualité que si on met en place une part variable. Vous voyez le genre de questions qu'on peut poser. Et puis lui poser des questions sur voilà, quelle connaissance il a du bassin d'emploi particulier d'une région, quels sont les contacts qu'il a qui nous montrent que ce cabinet de reclassement fera un meilleur boulot que l'autre cabinet de reclassement. On peut en recevoir plusieurs. Le CSE peut demander à écouter plusieurs cabinets de reclassement pour voir les propositions qu'ils font d'accompagnement et puis essayer de choisir le meilleur. Donc, oui, je pense que c'est fondamental que le CSE fasse ce travail-là. Il y a Aurélie en chat qui revient sur la question de la prime de reclassement et qui demande, qui dit on verse en prime, tu as dit tout à l'heure, on verse en prime ce que le salarié aurait touché en indemnité mensuelle, et qui demande quel est l'intérêt financier pour l'entreprise de faire ça. Alors, l'entreprise n'y trouve pas d'intérêt. Par contre, ça ne lui coûte pas plus cher, puisque je reprends mon exemple d'un congé de reclassement de 12 mois. Le salarié, il a le droit d'être en congé de reclassement pendant 12 mois. Donc, pendant 12 mois, il va recevoir 80% de son salaire, le temps de retrouver du boulot. Donc, ce montant-là, l'entreprise, elle le prévoit. Souvent, même, elle le provisionne. En tout cas, elle a anticipé un budget, souvent calculé sur voilà, ce droit complet auquel tous les salariés concernés par le licenciement auront le droit. Donc, si le salarié sort avant du congé de reclassement et perçoit le solde en prime, pour l'entreprise, ça ne lui coûte pas plus cher que ce qu'elle avait prévu. Après, elle n'a pas d'autres intérêts financiers dans ce cadre-là. Non, alors oui, je vois là le sud de la question, qu'il y a une défiscalisation de la prime. Le coût pour l'entreprise, il est le même. On est sur des exonérations de cotisations patronales sur une durée de 12 mois. Et si on verse en prime, il y aurait aussi une exonération de cotisation, donc ça ne change rien pour l'entreprise. Il y a Delphine qui demande s'il y a un délai pour informer le CSE du contenu du PSE. Alors oui, le délai, c'est le délai de la procédure d'information-consultation qui dépend du nombre de licenciements. Quand on a entre 10 et 100 licenciements pour motif économique prévus, on a une procédure d'information-consultation qui dure 2 mois. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on appelle la réunion 1, la remise d'un document d'information-consultation sur le projet de réorganisation et sur les mesures d'accompagnement,
remise au CSE. À partir de cette réunion 1, on a un top départ de 2 mois et au bout de 2 mois, le CSE doit avoir rendu son avis. Si on est sur plus de 200 licenciements, on peut avoir un délai de 3 mois et au-dessus de 250 licenciements, on va être sur un délai de 4 mois. Bonjour, bonjour José Tocni. Merci pour toutes ces précisions, c'est plutôt intéressant. Je voulais juste intervenir assez rapidement concernant notre sujet, par exemple, qui n'est pas, à mon sens, considéré comme un PSE, qui est plutôt un projet de réorganisation de l'entreprise sur la partie finance. Nous faisons partie d'un petit groupe de 900 personnes avec donc plusieurs filiales, et ce projet finance concerne 3 filiales et les collaborateurs finance de ces 3 filiales. La direction donc a présenté ce projet aux 3 CSE en faisant bien l'abstraction des informations concernant les autres filiales, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un distinguo sur le projet concernant ma filiale, sur le projet concernant les 2 autres filiales. Le thème est exactement le même, mais effectivement, les postes pouvaient bouger. Ce qu'ils proposent, eux, j'essaye de faire vite, en fait, c'est qu'ils veulent regrouper une partie, par exemple, de la comptabilité dans une de nos agences qui se trouve en province et le contrôle de gestion au siège qui se trouve en Île-de-France. Donc, jusqu'à présent, des contrôles de gestion et de la compta, il y en avait en Île-de-France et dans la région de Rennes. Et donc, ils veulent scinder. Donc, ce qu'ils ont proposé aux collaborateurs, dans un premier temps, effectivement, c'était le déménagement de leur poste, évidemment, ce qui est pas toujours facile. En l'occurrence, ça peut parfois intéresser, mais parfois pas du tout. Et ça intéresse potentiellement de partir d'Île-de-France vers la province, mais de la province vers l'Île-de-France, pas du tout, ce qui est assez normal. Et du coup, je ne savais pas du tout qu'on pouvait négocier, et je suis un peu déçue heu, qu'on pouvait négocier comment dire? Les temps de période pour retrouver un emploi pour le collaborateur. Et du coup, je relis en fait tout ça, et je suis un peu déçue parce qu'on aurait pu essayer de gratter un petit peu plus en fait. Bon, ça m'embête un peu, mais bon, maintenant on peut pas revenir. Juste une question, l'employeur est quand même obligé d'envoyer son projet à la directe. Est-ce que nous, on peut mettre un coup de pression, à savoir à quel moment a lieu le retour de ce document par la directe? Puisque la directe le valide, le cautionne, je ne sais pas trop ça en fait. Alors, 2 éléments de réponse. Après, c'est vrai que j'essaye d'apporter des réponses le plus précises aux questions, et en même temps, je fais une petite parenthèse. C'est que pour apporter la bonne réponse, il faudrait le temps de regarder en détail les projets à chaque fois pour affiner les éléments de réponse. Mais premier point, lorsqu'on est sur ces questions-là de déménagement, de réorganisation, etc., et pas forcément de plan de sauvegarde de l'emploi, de licenciement pour motif économique, il y a de toute façon l'obligation pour l'entreprise d'informer et consulter le CSE au titre d'un projet important, modifiant notamment les conditions de travail des salariés. Quand c'est le cas dans le déménagement physique, des postes qui sont basés en Bretagne et qui demain sont basés dans une autre région, bien évidemment, là, on est sur un projet important, donc une obligation d'information, consultation. La direction doit vous apporter des infos, vous devez rendre un avis sur le sujet, et puis il y a la possibilité d'ailleurs de déclencher une expertise sur des projets importants, notamment, ou lorsqu'il y a des risques sur la santé des salariés qui sont pressentis. Et quand on constate que finalement tout ça n'est pas forcément bien fait, ou qu'il y a des difficultés, ou qu'on n'a pas l'info, etc., on peut et on doit bien évidemment informer cette fois-ci plutôt l'inspection du travail, qui va contrôler la conformité des informations de consultation et le rôle des élus du CSE.
premier élément de réponse que je voulais apporter, voilà, j'élargis la question, hein, j'essaie de généraliser, parce que je ne connais pas forcément le détail du projet en question. Deuxième élément de réponse que je voulais apporter, c'est quand est-ce qu'on a l'obligation de mettre en place un PSE. Tout à l'heure, je vous ai dit, on doit mettre en place un PSE avec toute la procédure qui va avec d'information, consultation, les infos apportées, la négociation sur le mur d'accompagnement, etc. À partir du moment où on a 10 licenciements pour motif économique, et j'aurais dû préciser à partir du moment où on a 10 licenciements pour motif économique qui sont envisagés, qui sont possibles. Pourquoi j'apporte cette précision, et ça me permet de revenir sur la question de José, c'est que dans un certain nombre de cas, il n'y aura licenciement pour motif économique qu'en fonction du choix d'un salarié d'accepter ou non des modifications de son contrat de travail. Je prends l'exemple, je ne sais pas si c'est précisément l'exemple de José, mais ça y ressemble, d'une entreprise effectivement qui a 15 postes basés à Rennes et qui décide de transférer ces postes à Paris. Les 15 salariés qui sont à Rennes, dans leur contrat de travail, il y a écrit qu'ils travaillent à Rennes. S'ils n'ont pas de clause de mobilité dans leur contrat de travail, on n'a pas le droit de leur modifier leur lieu de travail comme ça, du jour au lendemain. Et c'est une modification essentielle de leur contrat de travail si on le fait. Mais on peut leur proposer. S'ils l'acceptent, ils acceptent une modification du contrat de travail et puis on leur propose, voilà, moi je propose un avenant à votre contrat de travail. Dorénavant, votre lieu de travail, c'est plus la Bretagne, c'est Paris. Vous êtes OK, d'accord, vous êtes OK, très bien. Le projet se met en place. Mais s'ils le refusent, ils peuvent être licenciés pour motif économique puisqu'on a une entreprise qui décide de se réorganiser, de transférer des postes de la Bretagne vers Paris. Dans ce cadre-là, pour mettre en œuvre son projet de réorganisation, elle ne supprime pas des postes, mais elle modifie des postes. Puisqu'une réorganisation d'entreprise, ça peut être des suppressions de postes, ça peut être aussi des modifications de postes, et puis ça peut même être des créations de postes. Ces modifications de postes, on les compte dans le nombre théorique potentiel maximal de licenciements pour motif économique. Après, on ne sait pas combien il y en aura, puisque ça dépendra de l'acceptation ou non des gens. Si la modification de poste est acceptée, il n'y a pas de licenciement pour motif économique, mais si la modification de poste est refusée, il y a licenciement pour motif économique. Mais du coup, comme on ne sait pas combien il va y avoir d'acceptation ou pas, les plus de 10 modifications de contrat de travail qui seront faites dans le cadre du projet de réorganisation nous font basculer dans l'obligation de mettre en place la procédure de PSE, puisque potentiellement, il peut avoir à la fin plus de licenciements et donc l'obligation de mettre en place un PSE. Voilà pour l'élément de réponse que je voulais apporter. Et dans ce cadre-là, voilà, c'est dans ce cadre-là, dans l'obligation de mettre en place un PSE et la procédure, encore une fois, c'est bien la directe qui est un interlocuteur compétent lorsqu'on a des difficultés, des questions ou des remarques à faire sur la procédure, sur le contenu des mesures, etc. Souleymane, on a encore 2 questions et il ne nous reste plus que 4 minutes normalement, donc il va falloir être très performant. On a Sylvie qui me demandait, est-ce que le délai de consultation est prolongé si le CSE fait appel à un expert? Pas pour un PSE. Pour un PSE, le délai de consultation, il dépend uniquement du nombre de licenciements envisagés. Après, on peut avoir un accord de méthode signé avec les organisations syndicales qui vient prolonger le délai d'information-consultation si les deux parties en sont d'accord. Et puis, je dis c'est 2 mois le délai minimum. Hein. Si la direction, bien évidemment, elle veut vous accorder un délai de 3 mois ou 4 mois, on peut toujours faire mieux que la loi. Hein. Mais le déclenchement d'expertise ne rallonge pas automatiquement le délai. Et Delphine qui demande en chat, est-ce qu'avec un PSE, on peut faire de la création d'entreprise ou uniquement orienter reclassement? Dans le cadre d'un PSE, c'est ce que je disais tout à l'heure, contrairement à la RCC, dans le cadre du PSE, on a un certain nombre d'obligations à respecter, notamment sur les mesures d'accompagnement, et on doit avoir des accompagnements proposés dans le PSE pour les projets de création d'entreprise. On doit avoir des accompagnements pour le reclassement externe, cabinet de reclassement, congé de reclassement, etc.
on doit avoir des éléments sur la formation, des aides à la formation. J'ai un peu de reconversion, j'ai le droit à une enveloppe de 8 000 € pour faire de la formation. Et on doit avoir des aides à la création d'entreprise. Après, on doit avoir cette catégorie-là d'aide. Après, on y met ce qu'on arrive à y négocier ou ce que la direction souhaite bien y mettre. Mais la rubrique en tant que telle doit apparaître. Et ben, j'espère que… Une dernière de José. Une dernière pour la route. José, je vais vous réactiver le micro, ça va être plus simple. Ah, merci, je n'y arrivais pas. Et juste une petite dernière, mais qui est purement administrative. En fait, nous, on a fait donc trois réunions extraordinaires avec la direction pour présenter ce projet et puis pour le négocier. Et en fait, je ne pouvais pas établir donc les PV de réunion extraordinaire parce qu'il est parti de… le projet était confidentiel, évidemment. Et maintenant que le projet est sorti, est entamé, est-ce que je peux faire les PV des réunions extraordinaires afin d'expliquer en fait aux collaborateurs concernés toutes les actions que le CSE a menées en sous-marin en fait, parce que c'est vrai que les collaborateurs nous posent des questions en nous disant mais vous étiez au courant, pourquoi ci, pourquoi ça, donc on leur explique qu'il y a la confidentialité, mais maintenant j'aimerais en fait simplement leur faire connaître toutes les actions et les négociations qu'on a menées avec l'employeur. Voilà. Alors, deux éléments de réponse par rapport à ça. Premier point, effectivement, je vois bien, pour l'observer régulièrement, que dans les procédures d'information-consultation, notamment sur les projets de restructuration, c'est compliqué parce que les élus sont au cœur d'un projet. Je pense personnellement que ce n'est pas de leur responsabilité d'annoncer des restructurations. Enfin, il faut que la direction aussi assume ses responsabilités là-dessus. Et en même temps, c'est quand même bien de tenir au courant les salariés dans une période compliquée pour qu'ils ne découvrent pas les choses du jour au lendemain. Donc, c'est compliqué, il faut arriver à trouver ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Deuxième élément de réponse sur la confidentialité, ça c'est important. Moi, je dis toujours, ce n'est pas parce qu'une direction dit que c'est confidentiel que ça l'est réellement. Voilà, ils peuvent dire que c'est confidentiel. La question, c'est est-ce que ça l'est réellement ? Je précise ma réponse. Si, effectivement, en tant que représentant du personnel, vous n'avez pas le droit de divulguer des éléments confidentiels. Mais ce n'est pas parce que monsieur le directeur général a dit que c'était confidentiel que ça l'est pour autant. Premier point là-dessus, pour préciser, c'est que sur un document qui vous a remis, un document d'information sur un projet de réorganisation, il ne suffit pas d'écrire sur la première page en gros confidentiel pour que toutes les informations à l'intérieur soient confidentielles. La direction doit vous préciser à l'intérieur de ce document, qui peut faire des fois 20 pages, 30 pages, quels sont les éléments réellement confidentiels, parce que tout le document confidentiel, ce n'est pas possible. Par contre, peut-être que page 25, le tableau avec des prévisions de chiffre d'affaires ou de part de marché, celui-là, il est confidentiel et ça s'entend. Donc, premier point, la direction doit préciser quelles sont exactement les informations confidentielles. Et deuxième point, ce n'est pas encore une fois parce qu'elle a écrit que c'était confidentiel que ça l'est réellement. Et là, c'est un peu, après, il faut creuser et rentrer dans le dossier et puis éventuellement consulter des avocats qui, eux, sont plus à même de répondre sur ce genre de questions. Mais en gros, moi, ce que je retiens souvent pour se dire est-ce que c'est confidentiel ou pas, c'est est-ce que cette information, si elle est divulguée à l'extérieur de l'entreprise, est de nature à nuire à l'entreprise ? Parce que des fois, en fait, on nous dit que c'est confidentiel et en fait, ça ne l'est pas. Et dans ce cas-là, si ce n'est pas confidentiel, vous avez le droit éventuellement d'en parler aux salariés. Et après, c'est de la stratégie d'IRP. Quand est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on en parle ? Comment on en parle ? Etc. D'accord. Et donc maintenant, je peux, un peu pour justifier en fait le CSE. Oui, après coup, je pense que la question de la confidentialité, a priori, voilà, il n'y en a plus. Ça ne se pose plus. Parce qu'effectivement, là, ils l'ont fait correctement sur le document. Tous les slides en fait, du PowerPoint qui parlent de chiffres et de prévisionnel étaient marqués confidentiels et les autres documents, non. Ce que j'avais l'intention de faire, c'était reprendre les 3 réunions, de faire un PV donc, de ces 3 réunions et en mettant le document de la direction en annexe, en retirant les slides confidentiels avec les chiffres de l'entreprise. Oui, tout à fait. Oui, c'est jouable, ça. Oui, je pense qu'après coup, il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Eh ben, merci à vous. Bon après-midi. Et à bientôt. Bonne journée à tous et puis merci. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.